Depuis le début du XXe siècle, des centaines de tremblements de terre, du plus léger au plus important, se déclenchent le long d'une ligne qui traverse l'État du Sud, au nord, et coupe la Californie en deux. Cette ligne est connue sous le nom de la faille de San Andreas. À chaque fois que vous prenez un vol Los Angeles à San Francisco, vous survolez la faille. Et si vous êtes assis du bon côté, eh ben, vous pouvez la voir. La faille fait environ 1200 km de long. Et si vous voyez, par exemple, des petites montagnes, des monticules, du relief, ça veut dire que c'est la faille. Dans les photos qui la représentent, la terre est comme ondulée. Le chemin suivi par la faille met en péril plus de 2 tiers de la population californienne, soit presque 30 millions d'habitants. Le long de la faille de San Andreas, il y a déjà plusieurs très grandes villes. Il y a bien sûr au sud San Diego, Los Angeles. Los Angeles, c'est quand même plus de 10 millions d'habitants, et plus au nord, San Francisco. Et donc, elle provoque des tremblements de terre extrêmement puissants, de magnitude supérieure à 7 ou 8, et puis dans des zones quand même très peuplées. J'ai vécu beaucoup de grands tremblements de terre dans ma vie, et nous vivons dans une région sismique. Nous ne devons jamais oublier que les séismes peuvent arriver. La question n'est pas est-ce qu'ils vont arriver, mais quand. La Californie est une des zones les plus sismiques au monde, mais aussi une des plus peuplées. Quand et avec quelle puissance aura lieu le Big One? Cette question se pose depuis le début du XXe siècle, lorsqu'un séisme gigantesque inexpliqué détruit la plus grande ville californienne, San Francisco. 1906. La ville est en plein essor, ses rues grouillent et son activité est incessante. Mais quelques heures plus tard, son destin va basculer. 5h10, la terre se met à trembler. Plus de 40 secondes de terreur pour les habitants encore endormis. À 7h du matin, San Francisco est en plein chaos. Les incendies incontrôlables s'enchaînent pendant 2 jours. L'eau manque et les gens fuient dans la panique. Le pays entier est traumatisé. Comment une ville de cette ampleur a pu être détruite en quelques secondes? La communauté scientifique veut comprendre d'où vient le séisme et surtout peut-il encore se reproduire. Cela faisait à peine 50 ans que la Californie était un État américain et San Francisco était la ville la plus industrialisée de la côte ouest en 1850. Ça a marqué l'histoire comme étant le tremblement de terre qui a détruit une très grande ville et où la population a été très touchée. Parce que ça a impacté une très grande ville, San Francisco, sur une très grande surface, les scientifiques se sont mobilisés pour comprendre ce qu'il s'était passé. Une équipe de scientifiques est rapidement mise sur pied, avec à sa tête Andrew Lawson, un chercheur de l'université de Berkeley. C'est une des premières fois que les scientifiques vont sur le terrain, avec leur petit carnet, etc., et commencent à faire une cartographie de la rupture. Donc ça, c'est un changement majeur. Ça se passe parce que ça se passe en Californie. Hein, des tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais quand c'est au fin fond de la steppe en Asie, au début du XXe siècle, il n'y a personne pour en parler. C'était plus que prendre des photos. Ils ont vraiment constitué une équipe et ont minutieusement répertorié tous les éléments liés à ce séisme. Oui, les gens sont allés sur place et ont littéralement suivi la faille. Ils ont cartographié la faille et analysé tous les détails qu'ils pouvaient voir et ils ont pris énormément de photos. En parcourant le territoire et en analysant les photos, l'équipe de chercheurs s'aperçoit très vite que ce séisme n'est pas comme les autres. La cartographie effectuée par Andrew Lawson et ses collègues leur a permis d'en déduire que le séisme avait fait bouger la Terre de 7 mètres. Ce qui les a surpris, c'est que la faille coulisse. C'est différent des autres failles qu'ils connaissaient, qui en général s'enfoncent, alors que celle-ci coulisse.
Et ça a été la première fois finalement qu'on a réalisé que la Terre se déformait. C'est un peu là que se fait le déclic. Le tremblement de terre de San Francisco a déplacé la Terre du nord au sud. De gigantesques quantités de sol ont littéralement glissé l'une par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient surtout des clôtures, des routes, parfois aussi des objets naturels, le lit d'une rivière, qui sont décalés par la faille. Il savait que loin de la faille, ça bougeait. Ça, il le savait. Donc il a construit cette théorie dite du rebond élastique, où la faille loin se déforme, mais est bloquée parce que ça frotte, jusqu'au moment où, tac, il y a le rebond élastique. On peut imaginer ça comme étirer un élastique avant qu'il casse. Donc on peut l'étirer très longtemps avant qu'au final, il finisse par casser. Donc la faille fonctionne presque de la même manière. Pendant de nombreuses années, on peut la déformer. Et puis à un moment, qu'on aimerait tous pouvoir prédire, elle va rompre dans un séisme presque instantané. Mais pourquoi la Terre bouge? À l'époque, personne ne peut y répondre. Les scientifiques décident alors de répertorier tous les séismes dans le monde. Le but, voir si leur localisation peut donner des indices sur leur mécanisme. Les scientifiques découvrent quelque chose d'étonnant. Les tremblements de terre se déclenchent le long de lignes bien précises. Ces lignes imaginaires délimitent de grandes plaques qui se trouvent à plus de 15 km de profondeur. Ce sont les plaques tectoniques. Ces plaques bougent très lentement les unes par rapport aux autres. Il y a un siècle, on ne connaissait pas la tectonique des plaques, donc on ne connaissait pas les frontières de plaques. Et donc, on a fait énormément de progrès puisqu'on sait que les tremblements de terre, plus de 90% ou 95% des tremblements de terre destructeurs se passent sur les frontières de plaques. Donc finalement, vous avez toutes ces plaques rigides qui bougent comme elles peuvent. Et chacune des limites de ces plaques est formée par des failles. Donc vous avez les failles de subduction, vous avez des failles plutôt en extension, et puis vous avez des endroits où les plaques coulissent les unes par rapport aux autres, essentiellement à l'horizontale, comme la faille de San Andreas. La faille de San Andreas concentre sur 1200 km le mouvement continuel de deux gigantesques plaques. La faille de San Andreas est en fait une frontière entre la plaque nord-atlantique à l'est et la plaque pacifique à l'ouest. Et celle-ci bouge vers le nord. Votre ongle de pouce grandit de 50 mm par an. Eh bien, c'est le mouvement de la faille. De la même manière, Los Angeles se rapproche de San Francisco d'environ 50 mm par an. Le principe, c'est que les plaques tectoniques bougent continuellement l'une par rapport à l'autre. Elles sont bloquées au niveau de la faille, mais partout ailleurs, elles bougent. Et l'énergie accumulée doit être relâchée en un tremblement de terre. Vous accumulez des forces tectoniques, comme on dit, et puis il y a un moment, on dépasse le seuil de rupture. Et le seuil de rupture, c'est le tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, eh bien, il va permettre de remettre à niveau les deux côtés de la faille. Et après, il y a un nouveau cycle sismique qui va commencer avec de nouveau cette accumulation des forces tectoniques et puis de nouveau des tremblements de terre. Les scientifiques comprennent que la faille est bloquée au niveau de la Californie, alors que les gigantesques plaques tectoniques continuent à bouger du milieu de l'océan Atlantique à l'est jusqu'au bord de la Russie à l'ouest. On peut mesurer la vitesse à laquelle ces failles bougent. Donc on sait quel est le déficit de glissement qui est accumulé sur ces failles. Donc là, on a déjà dépassé finalement la quantité de glissement qui a été relâchée pendant les grands séismes passés. Donc, globalement, on est prêt à lâcher la même chose. L'inquiétude est qu'il va y avoir un gros séisme, un big one, comme on dit, avec une magnitude de 7 ou 8, ce qui est vraiment un grand tremblement de terre sur la faille de San Andreas. Un séisme d'une telle magnitude pourrait, selon les experts, causer des centaines de morts, des milliers de blessés et de sans-abri, et engendrer des millions de dollars de dégâts. Les enjeux sont colossaux.
C'est pourquoi les scientifiques n'ont qu'une idée, pouvoir prédire quand le Big One aura lieu avec précision. Le quand, ça dépend de l'échelle de temps qu'on considère. Si on parle de l'échelle du siècle, oui, on est capable de prédire, on sait qu'il va y avoir un très gros tremblement de terre dans le siècle qui vient, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse d'un point de vue sociétal. Je parle tout le temps de l'échelle des compagnies d'assurance qui veulent qu'on prédise les tremblements de terre à moins de 3 jours, parce que sinon, si on déplace toute une population comme Los Angeles pendant plus de 3 jours, ça a un tel coût financier que c'est pas rentable, il vaut mieux qu'il y ait des dégâts et qu'on indemnise les gens. Voilà. Donc c'est un calcul un peu cynique, mais c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner. Pour pouvoir prédire le prochain tremblement de terre, il faut connaître le mouvement de la faille dans ses moindres détails. Les scientifiques vont alors la cartographier de long en large sur ces 1200 km. Ils obtiennent alors un tracé précis du chemin qu'elle emprunte. Elle commence sur les rivages du Salton Lake, au sud de la Californie. Elle remonte vers le nord et frôle Los Angeles, puis continue dans les vallées aux abords de Pasadena. On se tient ici entre les deux plaques tectoniques. D'un côté, il y a la plaque pacifique et de l'autre, la plaque nord-américaine. S'il y a un séisme ici, voilà ce qu'il va se passer. L'université à ma droite va bouger en quelques secondes d'environ 10 mètres dans cette direction. C'est énorme. Elle fait alors un coude et forme des montagnes pentues. Elle fracture ensuite le sol dans la plaine de Carrizo. Elle soulève la terre et la compresse. Alors là, on se trouve très proche de la faille de San Andreas. Et on voit ici un exemple parfait de comment la Terre se déforme à cause des contraintes et des forces colossales qui sont mises en jeu près des failles. En ligne droite, elle se dirige vers San Francisco qu'elle scinde en deux et se jette enfin dans la mer quelques dizaines de kilomètres plus loin.